vaccin qu'on a mauvaise foi. Lorsque l'on est atteint de mauvaise foi, il n'y a pas encore de médicaments pour soigner ça. Mais en tout état de cause, ce qui met les uns et les autres d'accord, ce sont les données chiffrées vérifiables. De ce point de vue, nous n'avons pas attendu que sur les bords de la Seine, on nous rappelle l'IDH au Gabon. Une étude a été commandée, nous avons nous-mêmes publié une étude. Et à partir de cette étude publiée, madame, je viens de vous rappeler qu'il n'y a pas encore de vaccin qu'on a mauvaise foi. Donc, permettez, madame, s'il vous plaît, vous n'avez pas joué à ce petit jeu toute la soirée. Nous nous réjouissons de nous retrouver parmi nos compatriotes parce qu'en effet, les inquiétudes levées sont légitimes. Comment faire en sorte que, une fois qu'on a terminé ces études, on puisse trouver de l'emploi dans notre pays? Naturellement, on va trouver de l'emploi au Gabon dans les conditions du Gabon. Il sera difficile de trouver de l'emploi au Gabon rémunéré comme si on était en France. On sera rémunéré comme c'est le cas au Gabon. Et de ce point de vue, on a parlé de la diversification de l'économie. Je voudrais prendre quelques exemples simples. Lorsqu'il y a 1 an et demi, sur l'impulsion d'Ali Bongo Ondimba, SIAD Gabon a été amené à ouvrir 6337 emplois. Nous avons dit en tant qu'État à SIAD Gabon, priorité aux nationaux. SIAD Gabon a résisté et nous avons insisté. Et des appels à candidature ont été lancés pour 6337 emplois. Nous n'avons pas été incapables, nous n'avons pas été capables sur le marché gabonais de pourvoir aux besoins de SIAD Gabon en matière d'emploi. Je vous donne des chiffres. SIAD Gabon avait besoin de 2000 ouvriers agricoles. Nous n'avons pas été capables de fournir 2000 ouvriers agricoles pour les besoins de SIAD Gabon. SIAD Gabon avait besoin de 2000 récolteurs. Nous n'avons pas été capables de les fournir. SIAD Gabon avait besoin de 212 ingénieurs électromécaniciens. Nous n'avons pas été capables de les fournir. SIAD Gabon avait besoin de 60 ingénieurs. Nous n'avons pas été capables. Ils avaient besoin de 30 mécaniciens. On n'a pas été capable de les fournir. Ça, c'est des données. C'est des chiffres vérifiables. À partir de cet instant, plutôt que de rester dans un comportement qui consiste à ne pas aller vers la bonne information, mais à systématiquement écouter ceux qui sont dans le déni, la bonne information, on tente de l'apporter. Évidemment, on peut ne pas être d'accord, mais les faits sont les faits. Autre élément, en termes de création d'emplois, dans le cadre de la diversification de l'économie. Lorsque le chef de l'État a lancé la zone économique spéciale d'Uncom, je voudrais rappeler quand même, parce qu'il faut rendre justice à l'histoire et aux uns et aux autres. C'est un projet auquel nous avons cru. J'étais député à l'époque et j'ai porté la loi au Parlement sur les zones économiques à régime privilégié. Nina est là, pas en témoigner. Aujourd'hui, sur une coque, les entreprises s'installent et créent de l'emploi. 2000 emplois directs ont été créés. Et il y a une marge jusqu'en 2017 pour la création de 7000 emplois au total. Le groupe Olam au Gabon, dans le partenariat signé avec l'État gabonais pour le domaine de l'agriculture. À Mouila, Olam Gabon paye chaque mois 650 millions de francs CFA de salaire. Habitat, 435 millions de francs CFA de salaire chaque mois. Et le groupe Olam, avec l'État gabonais, ont créé dans le domaine de l'agriculture, palmier à huile et EVA, plus de 4300 emplois. Ce sont des données, ce sont des faits que chacun peut vérifier. Sur la filière bois, la décision prise en 2010 d'interdire l'exportation des grumes a créé quelques dégâts ici en France, puisque certaines entreprises ont fermé, qui transformaient ici le bois gabonais. La décision prise désormais de transformer le bois au Gabon a permis d'augmenter le nombre d'unités de plus de 51% en 3 ans et de créer de l'emploi au niveau local. La SNBG est ainsi passée de 100 emplois en 2010 à 500 emplois aujourd'hui et ils ont un carnet de commandes qui est bouclé pour les 2 prochaines années. Dans le reportage, vous avez vu une unité de transformation installée à la Lara
que nous avons visité avec le chef de l'État. 500 emplois directs créés. Et il y a également autour de ça des compatriotes qui vivent de ce qui se fait autour de cette entité. Sur la question de la transformation, comme il a, dans quelques jours, le chef de l'État va inaugurer le complexe métallurgique de Moanda. C'est un complexe fait, comme vous le savez, avec le concours de Comilog, donc du groupe Eramet, et qui va créer plus de 400 emplois directs. Et à travers la formation qui se fera, c'est près de 2000 jeunes gens qui vont être formés sur place. 400 emplois directs et 400 emplois indirects. Ça, c'est les données chiffrées que chacun peut vérifier. Sur le programme Graines, pour que l'agriculture ne soit pas que industrielle et qu'elle n'appartienne pas qu'aux grands groupes industriels, le chef de l'État a lancé cet important programme pour faire en sorte que les compatriotes qui le désirent puissent également s'installer comme entrepreneurs agricoles encouragés par l'État. Et cet encouragement se fait à deux niveaux. Premier niveau, l'installation en facilitant l'obtention d'un titre foncier réservé exclusivement à l'agriculture. Sur 7 hectares, 5 hectares consacrés aux cultures industrielles, parmi la huile et VA, et 2 hectares consacrés à l'agriculture vivrière pour les besoins des populations et pour le commerce. Ceci est un programme qui a commencé, il a été lancé à Makoukou et ça va se poursuivre dans les prochaines semaines dans les autres provinces du Gabon. C'est une réalité, ce sont des données chiffrées. Et pour matérialiser cela, il y a déjà près de 200 jeunes Gabonais qui sont aujourd'hui en formation en Malaisie, formation des formateurs. À l'autre, lorsqu'ils vont rentrer, ils vont former des compatriotes pour continuer à étendre le domaine de l'agriculture. Ce sont des données chiffrées, objectives, qui existent. À partir de cet instant, nous sommes sur une progression. Il y a des choses sur lesquelles, naturellement, nous étions beaucoup attendus, sur lesquelles il y a eu des retards. Mais il y a des choses sur lesquelles nous avons beaucoup progressé et qui nécessitent d'être mieux connues et encouragées. On a parlé des licenciements à Port-Gentil, c'est vrai. Il faut d'abord expliquer que ce sont des licenciements liés à la situation économique mondiale, liés notamment à la baisse des coûts du pétrole. Et donc un certain nombre de sous-traitants qui employaient des compatriotes ont vu leur chiffre d'affaires baisser, ils ont donc commencé à licencier petit à petit. Mais le gouvernement a réagi en rappelant la loi qui a été prise, notamment le nouveau code des hydrocarbures, qui impose donc un quota de sous-traitance aux entreprises gabonaises. Et le gouvernement est en train d'étudier la possibilité d'un fonds de soutien pour que les compagnies arrêtent de licencier le temps d'un retournement heureux de la conjoncture. Donc ce n'est pas un fait que nous nions, c'est une évidence, mais sur laquelle nous travaillons pour que ça ne se poursuive pas et pour qu'on continue au contraire à créer des emplois. Il y a des questions politiques qui ont été posées, notamment par notre compatriote Cyril Ona, des questions liées à la démocratie, à l'état de droit, à la Constitution. Je voudrais sur ce plan dire d'abord, parce que vous le savez tous, que si les principes démocratiques sont universels, la démocratie n'est pas partout la même. Nous sommes en France, le président français est élu au suffrage universel direct. Il me semble, sauf si mes connaissances là-dessus me font défaut, c'est le seul État de l'Union européenne à élire au suffrage universel direct son chef d'État. Vous n'avez pas de limitation de mandat, j'aimerais que vous me disiez si en Allemagne, le mandat de la chancelière, du chancelier, a une durée limitée renouvelable. C'est un fait. C'est un fait, c'est un choix libre fait par un pays, par une nation, par une population souveraine et qui fait le choix de ce type de démocratie. Vous savez, moi j'ai envie de vous dire une chose. Moi je suis sur cette tribune et j'ai une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi j'ai commencé ma vie politique dans l'opposition. La constitution de 91 que vous réclamez, moi j'étais dans la rue pour que cette constitution on l'adopte. Moi j'ai été à la conférence nationale, Germain Goy Moussabou est là. J'étais étudiant. Et nous nous sommes battus pour que, effectivement, au Gabon, on aboutisse à une vraie démocratie avec possibilité d'alternance. On a adopté une constitution. Cette constitution que nous avons adoptée
a été confortée par une autre qu'on a adoptée par référendum. On avait ramené le mandat présidentiel à 5 ans et on avait fixé à 2 mandats. Mais que s'est-il passé? Les oracles et tous ceux qui aujourd'hui se font les champions de la démocratie, ils siégeaient au Conseil des ministres autour de Omar Bongo. Et ce sont eux qui ont amené Omar Bongo à réviser la Constitution en 2003. Ils étaient, j'ai les procès-verbaux des Conseils des ministres. Ils ont adopté cette Constitution en Conseil des ministres, tous autant qu'ils sont aujourd'hui dans l'opposition. On ne peut pas avoir une démocratie qui va s'adapter aux humeurs des uns et des autres. Vous êtes au gouvernement, vous êtes au pouvoir, vous soutenez une Constitution. Quand vous quittez, vous combattez la Constitution que vous avez adoptée. Donc le peuple souverain adopte une Constitution conforme à sa volonté du moment. Quand est-ce que le Gabon arrivera à nouveau à cela? Mais quand toutes les conditions politiques, sociales, démocratiques seront réunies pour qu'on y arrive. Ça ne peut pas se faire dans un champ politique heurté. Lorsqu'on parle de la Constitution de 90, plutôt de 91, ça a été dans le cadre d'une volonté affirmée par la nation gabonaise. Je voudrais dire, nous parlons beaucoup de la communauté internationale. Je rappelle que toutes les nations occidentales, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ont été des nations démocratiques. Et je rappelle que ces nations démocratiques ont soutenu les partis uniques en Afrique. Pendant qu'il y avait le multipartisme en Europe, les élections en Europe, ils ont soutenu le parti unique en Afrique. Et ça n'a posé problème à personne, en 1968, de soutenir les partis uniques dans les pays africains. Est-ce que souverainement nous acceptons que nos États reçoivent leurs dictats des bords de la Seine et d'ailleurs? Et que lorsque l'intérêt géostratégique de l'Occident consiste à dire maintenant stop, parti unique en Afrique, on accepte. Lorsque l'intérêt géostratégique de l'Occident décide que désormais c'est le multipartisme, on l'accepte. Et lorsque demain on nous dirait écoutez les gars, maintenant en Occident on a dit c'est le mariage pour tous. Allez en Afrique aussi, mariage pour tous, vous direz quoi? Jusqu'où est-ce que nous allons devoir subir et singer ce qui se fait ailleurs et qui ne correspond peut-être pas à notre façon de concevoir le monde? Vous avez parlé du respect de la Constitution. La Constitution gabonaise est respectée. Les échéances politiques, après, on peut débattre des choix des uns et des autres. Au sein de ce groupe, il y en a qui sont pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois, il y en a qui sont pour un mandat de 5 ans renouvelable 3 fois, et donc chacun a une opinion, une idée, et il faut donc un consensus national qui pourra se dégager à un moment ou à un autre. La Constitution, elle est respectée en l'état actuel. Les échéances électorales se tiennent au Gabon dans des délais fixés par la Constitution. Vous parlez de la nomination du vice-président de la République. Il est écrit que le président est assisté d'un vice-président. Mettons un point à ce niveau. Combien de fois avons-nous entendu les acteurs politiques gabonais nous dire que le vice-président ne sert à rien, que c'est un factotum, que c'est un membre de cabinet présidentiel, parce que dans son essence, il n'est pas conçu comme un vice-président américain, c'est-à-dire élu au ticket, mais il est nommé par la volonté du chef. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette critique? Et donc, naturellement, le choix il est aujourd'hui, soit de réviser la Constitution et de faire en sorte que ce pôle n'existe plus, mais dans les circonstances actuelles de nos États, de nos pays, si on engage demain une révision de la Constitution, le chef de l'État serait accusé de vouloir encore manipuler la Constitution. Donc, en l'état actuel, la question de la nomination est une question d'opportunité qui ne s'est pas encore posée. Et ce n'est pas un viol de la Constitution. Il y a un discours convenu qui consiste à dire il ne se passe rien au Gabon. Nous venons de faire la démonstration par quelques exemples. Ce n'était pas exhaustif. Nous n'avions pas l'intention de vous garder ici pendant 3 heures. Mais nous ne disons pas que tout se fasse pour le mieux dans notre pays. Nous connaissons les difficultés en matière d'emploi, en matière de formation, d'éducation, d'enseignement supérieur. Et c'est pour cela que ces messieurs sont ici
pour engager des réformes structurelles dans tous ces domaines. Mais ce sont des réformes qui vont prendre du temps. Elles ont commencé. Des réformes pour adapter nos systèmes de formation à nos besoins de développement. Le PGE est posé. On a parlé de l'agriculture. Comment peut-on parler de l'agriculture dans un pays qui n'a pas un lycée agricole? Donc il y a une vraie problématique qui se pose. Nous avions l'NDR à Oyenne, mais qui formait aux petits métiers de base. L'agriculture a évolué, elle est moderne. Aujourd'hui, on pilote son champ agricole sur ordinateur. Et donc, il faut pouvoir s'adapter, adopter les vraies réformes de fond. Et c'est de cela que nous parlons. Nous avons commis un certain nombre d'erreurs. Moi, je le confesse en tant que porte-parole du chef de l'État, du président de la République. Nous étions beaucoup critiqués au début du mandat parce qu'on communiquait trop. Et donc, ça amenait les uns et les autres à se dire, mais travaillons d'abord, les gens vont voir les résultats. Et pendant qu'on a arrêté de communiquer, on a laissé le champ à ceux qui, eux, ont fait du gabon bashing. Ils ont tapé, et c'est rentré. À tel point que lorsque nous donnons des chiffres comme ceux que nous donnons aujourd'hui, vous êtes en droit d'en douter. C'est pourtant les faits. C'est pourtant la réalité. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de difficulté majeure. Je voudrais terminer sur un dernier point parce qu'on commence à être fatigué. Ah, vous n'êtes pas fatigué, on peut continuer alors. Il faut que nous nous servions de l'expérience des autres. La diaspora est une richesse. La diaspora est une richesse. Et ne nous dites pas que le chef de l'État n'a rien fait. On peut se dire qu'il faut qu'il fasse encore davantage. En décidant de nommer un ministre en charge des Gabonais de l'étranger, c'est un clin d'œil en direction des Gabonais de la diaspora. Il faut qu'on en fasse davantage. Il faut qu'il y ait davantage d'écoute. Mais il faut aussi que nos frères de la diaspora, lorsque nous nous rencontrons, qu'il y ait l'effort de ne pas prendre ceux qui sont au pays de haut. Nous sommes Gabonais. Il y en a qui ont la chance d'être venus ici faire des études, être confrontés à un pays développé, et ce que ceux qui sont au pays attendent de vous, de ceux qui sont ici, c'est quand même un retour d'expérience, c'est aussi un retour d'investissement, c'est aussi aider nos villages à se développer par les efforts de la diaspora. Et ça, il faut qu'on construise ensemble des mécanismes et des ponts pour y parvenir. Ce n'est pas dans une confrontation, nous sommes dans une association pour aider au développement de notre pays. Je voulais le préciser. Mais, pas comme, je voudrais recueillir l'indulgence. Votre indulgence pour dire que je ne peux pas sortir d'ici sans dénoncer un phénomène. Et je souhaite quand même que les uns et les autres soient conscients des dégâts que ça cause dans notre pays. Par l'histoire, par la géopolitique, ce qui se passe en France a une résonance particulière au Gabon. Ce que fait la diaspora, ce que dit la diaspora, a une résonance particulière dans notre pays. Nous avons des jeunes générations qui sont très connectées sur Facebook, sur Twitter, et qui naturellement reçoivent les messages qui viennent d'ici comme des vérités d'évangile. Il faut donc faire attention aux messages qui sont véhiculés sur Internet, par Facebook et Twitter. Je le dis parce que il faut se rendre compte de ce qu'au-delà de l'élection présidentielle, au-delà des camps politiques, nous avons un pays à construire. Et que ce pays à construire, c'est comme une course de relais, 4 fois 100 mètres. C'est chaque coureur qui parcourt ces 100 mètres et qui donne le relais à un autre. Si pendant que celui qui démarre ces premiers 100 mètres, vous faites tout pour qu'il n'arrive pas au bout de ces premiers 100 mètres, bah vous avez perdu tous la course. Et c'est notre pays qui peut perdre la course du développement. Faisons en sorte qu'on tente de positiver. Faisons en sorte d'encourager nos jeunes à faire des études. L'UOB a des problèmes. L'UOB a des difficultés. Mais beaucoup de hauts cadres qui dirigent ce pays sont passés par l'UOB. Beaucoup de ceux qui sont ici sont passés par l'UOB. Et en arrivant en France, on ne les a pas rétrogradés. Parce que malgré tout, l'UOB garde quand même une façon de former.
il y a des problèmes, il faut les régler. Mais ne faisons pas en sorte que nos enfants aient honte d'apprendre dans leur pays. Parce que sinon, on leur donne un destin qui ne reste que la rue. Il y a une compatriote qui a dit que nos enfants sont dans des écoles d'excellence. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mon fils apprend au Gabon. Mon fils aîné apprend au Gabon. Attendez. Mon fils aîné apprend au Gabon, et lorsque je vous en parle, moi-même j'ai appris au Gabon, à l'UOB. Je suis désolé. Encore une fois, lorsque notre maman est malade, le choix n'est pas de changer de mère. Le choix est de la soigner. Notre pays a des difficultés. Ce n'est pas en le rejetant, en le reniant qu'on le changera. Parce qu'un jour ou l'autre, le pays qui vous accueille finira par vous dire les gars, maintenant il faut repartir chez vous. Et si entre-temps, on n'a pas pris le soin de construire chez soi, eh ben, il arrivera malheureusement un temps où on se retrouvera dans une situation pire que si on s'était impliqué. Ce n'est que cela. Ce n'est que cela. Donc, je voudrais recueillir l'indulgence pour dire une dernière chose et j'en aurai terminé. Sur les réseaux, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais, faisons en sorte que ce que nous disons ait du sens pour notre pays. D'abord pour nous-mêmes qui le disons. Ensuite pour ceux qui reçoivent, ensuite pour notre pays. Faisons en sorte que vous qui avez eu la chance de voyager, de venir, d'être peut-être au sein de vos familles, ceux qui pourvoient aux besoins des uns et des autres, et donc d'être écoutés au sein de vos familles, essayons de faire en sorte que notre présence ici serve à tirer notre pays vers le haut. C'est fondamental. Tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'université. Et tout le monde n'a pas la chance de venir faire un 3e cycle en Europe. Et tout le monde n'a pas la chance de travailler ici. Vous êtes là, il faut aider nos familles à tirer vers le haut notre pays pour se développer. Ne faisons pas de cet outil un outil pour déstabiliser notre pays. N'en faisons pas un outil pour le déstabiliser. Parce que, et je termine par là, on a parlé du printemps arabe. Lorsqu'on a déstabilisé les États, qui est arrivé au pouvoir? Les extrémistes. Faisons extrêmement attention à la façon de dire, oui, nous sommes à 7000 mètres d'altitude, on se jette d'abord et on verra le parachute en bas. Ne nous jetons pas sans parachute. Je vous remercie.